Il s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel le conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État. 3 projets de loi, 3 projets de décret ont été examinés. À suivre le compte rendu en volet 1 de ce journal avec le porte-parole du gouvernement. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie était face aux députés hier pour répondre à une question orale avec débat sur les prestations des sociétés en charge des eaux et d'électricité, des sociétés qui ne répondent pas aux besoins de la population selon les élus du peuple. Et puis en sport football, les Sao seniors ont quitté la capitale ce jeudi pour la Namibie dans le cadre des matchs des poules des éliminatoires de la CAN 2021. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Il s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel au conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. 3 projets de loi et 3 projets de décret ont été examinés. Je vous propose de suivre le compte rendu avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maria Issine. 3 projets de loi et 3 projets de décret ont fait l'objet d'examen au conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 7 novembre 2019, dont un projet de loi rejeté. Au titre du ministère de la Justice, chargé des droits humains, le Conseil a examiné le projet de loi portant statut des huissiers commissaires de justice en République du Tchad. Après débat, le projet a été renvoyé pour permettre au ministère en charge de la justice d'intégrer les remarques et observations de fond et de forme faites par le Conseil. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière. L'objectif visé par ce projet de loi est d'établir un cadre de référence pour gérer les recettes pétrolières dans le but de réduire l'impact de la volatilité des prix et des volumes de production pétrolière sur l'économie tchadienne. Ce mécanisme est conçu pour faire face aux risques de chute importante des prix du pétrole qui ont souvent une répercussion sévère sur les recettes pétrolières et sur la capacité de l'État à faire face à ces engagements. Le mécanisme permet au gouvernement d'être en mesure d'atténuer les conséquences d'un choc négatif des prix du pétrole comme par le passé. À cet effet, il est prévu un compte spécial de lissage des prix et de la production pétrolière afin de constituer une réserve contre le risque de chute importante des recettes. Notons que le mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière découle des engagements souscrits par le Tchad auprès de la Banque mondiale permettant à notre pays d'encaisser un appui budgétaire supplémentaire en début de l'année prochaine. Au titre du ministère de l'économie et de la planification du développement, l'examen a porté sur le projet de décret portant rectificatif du décret numéro 314 du 22 mars 2019 instituant le recensement général de la population et de l'habitat du Tchad. Le souci exprimé dans ce projet de décret est d'assurer une meilleure coordination et un contrôle fiable des opérations pour un résultat optimal attendu de ce recensement. Ainsi, le comité technique, initialement dirigé par le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, est désormais présidé par le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement. La Banque mondiale, partenaire privilégié du Tchad, prenant part à ce recensement, est représentée au comité par un expert. Au titre du ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, c'est le projet de décret portant cession à titre gracieux au profit de la représentation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC au Tchad d'un terrain de 2000 m², section unique, îlot 15, lot 12, situé au quartier commercial, commune du 2e arrondissement, à N'Djamena, qui était aussi à l'ordre du jour.
cette cession à titre gracieux, qui est sollicitée dans le cadre de l'accord de siège signé entre le Tchad et la BDAC, permet à la banque, qui est présentement en location à la charge de l'État, de construire son siège et une résidence pour son personnel. Au titre du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, les discussions ont porté sur le projet de décret portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de lutte anti-acridienne, en abrégé ANLA. Créée pour lutter contre les criquets pèlerins, principaux ennemis des cultures, l'Agence nationale de lutte anti-acridienne se trouve confrontée à des ravageurs les plus redoutables qui envahissent l'espace et causent des dégâts énormes sur les cultures. Cette situation dangereuse amène l'agence à construire une nouvelle vision en vue de développer une nouvelle stratégie pouvant permettre de contenir cette invasion des criquets. C'est pourquoi le projet propose, en sus des 12 provinces constituant la zone d'intervention de l'agence, l'élargissement des zones existantes et la création de points d'appui pour les rendre plus opérationnels et efficaces. Le dernier projet de texte, soumis à l'examen du Conseil par le ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, est un projet de loi portant institution d'un corps de volontaires nationaux au Tchad. C'est dans le souci d'appliquer les recommandations des institutions internationales, continentales et régionales que le Tchad, à l'instar d'autres pays du monde, se propose d'opérationnaliser le cadre d'action des politiques pour l'institutionnalisation du volontariat des jeunes, déjà existant sous la forme expérimentale et ayant participé à beaucoup d'activités. Le corps des volontaires mérite d'être redimensionné, réadapté au contexte et formalisé pour lui permettre de jouer pleinement la mission qui lui est dévolue. Le corps des volontaires, faut-il le préciser, sera déployé dans tous les secteurs de développement et bénéficiera de toute l'attention du gouvernement pour une implication active et un brassage de ses membres. Commencé à 10h, la séance a pris fin à 11h45. Voilà, c'était là le compte rendu du Conseil ordinaire des ministres tenu ce jour à la présidence de la République. À l'Assemblée nationale, le ministre du Pétrole et de l'Énergie était face aux députés hier pour répondre à une question orale avec débat sur les prestations des sociétés en charge des eaux et d'électricité. Deux sociétés qui ne répondent pas à la demande de la population en eau et électricité selon les élus du peuple. De Robert. La Société nationale d'électricité et la Société tchadienne des eaux sont nées de la dissolution de la Société tchadienne d'eau et d'électricité ST2E. Une dissolution liée à la mauvaise prestation de celle-ci au bénéfice de la population. En scellant ces deux sociétés, le gouvernement a bien voulu répondre aux attentes des populations en eau et électricité. Malheureusement, quelques années après, la satisfaction attendue fait place à une déception. L'électricité demeure un luxe pour les Tchadiens. La qualité de l'eau que nous consommons est douteuse et les réseaux de conduite sont pour le moins défectueux et ne desservent pas tous les quartiers. En une certaine question orale avec débat, l'auteur de la question voudrait bien être situé sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion de ces deux sociétés en charge d'eau et d'électricité. Si nous avons interpellé, c'est suite aux nombreuses plaintes qui fusent de partout. Dans les ministères, tout tourne au ralenti. Les hommes d'affaires se plaignent. Les chefs d'entreprise ne savent à quel sens se vouer. Les investisseurs étrangers hésitent de s'installer dans notre pays et beaucoup de quartiers baignent dans le noir pendant des mois faute d'électricité qui est devenue une denrée rare. C'est pourquoi les citoyens se sont confiés à nous, leurs représentants à l'hémicycle, pour demander ce qui se passe exactement. De la procédure d'abonnement à la surfacturation, en passant par la distribution, les dépannages, les baisses des tensions, les aides du peuple ont vivement décrié les prestations de la Société nationale d'électricité. Sans murmurer, sans faire des emballages, je vous dis directement que ça ne marche pas, il faut apporter des corrections. Il faut que l'électricité, à tous les niveaux, les Tchadiens trouvent l'électricité. Sans l'électricité,
ne peut pas développer un pays. Il faut amener à tout prix pour que l'électricité... Il y a des gens qui disent, ils ont dit la vérité. 23 heures, on te donne l'électricité. 6 heures du matin, on t'arrache. La nuit, qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? Peut-être plus charger le téléphone portable et autres, mais la nuit, non, il faut changer ça. Pour les élus du peuple, les grands consommateurs sont appelés à payer leurs factures. Ils insistent également sur la gestion des ressources humaines. Il faut des agents compétents pour répondre aux attentes de nos populations, car soutient-il la crise que traverse la Société nationale d'électricité est liée à la mauvaise gouvernance. Conscient des difficultés que traversent les deux sociétés, le ministre du Pétrole réitère ici l'engagement du gouvernement afin de répondre, dit-il, aux attentes de la population. Les propos du ministre Mamata Mitoko sont recueillis par Doba Robert. L'électricité n'est pas stockable. Tout difficilement stockable. Elle doit être consommée au rythme de sa production. Il ne suffit pas d'avoir des capacités de production d'électricité en quantité et en qualité. Encore, il faut disposer d'infrastructures de transport et de distribution adéquates. Au titre des caractéristiques portant sur le caractère capitalistique et de long terme des investissements dans le secteur de l'énergie, comme vous le savez, l'unité des comptes des investisseurs pour l'installation s'évalue à des millions de dollars. Parce que c'est des investissements très coûteux. Et l'unité de temps pour recouvrir cet investissement se compte en décennies, pas en années. Cela m'amène à passer sur les défis et les enjeux. En termes d'enjeux, je voudrais parler d'abord du fait qu'il n'existe pas d'adéquation mathématique et infaillible liant la croissance énergétique, la croissance de la consommation électrique d'un pays et son PIB. Mais il ne fait aucun doute que l'électricité est un puissant vecteur, car au niveau social, derrière l'électricité, il y a celui de l'accès à l'eau. Vous avez la question de l'accès à la santé, la télécommunication, à l'éducation, tous reconnus essentiels. Tous ces facteurs sont derrière l'énergie. Au niveau économique, l'accès à l'électricité conditionne la création des activités génératrices de revenus, depuis l'artisanat jusqu'à la transformation industrielle. La pauvreté énergétique est aussi à la fois une cause et une conséquence du faible développement économique de notre pays. L'énergie est un sujet qui engage les politiques. Le gouvernement se pose la question de comment rendre l'électricité abordable pour tous dans un pays où nous savons tous qu'il y a un faible pouvoir d'achat de nos populations. La tuberculose, est, comme vous le savez, une maladie qui fait des ravages dans le monde et particulièrement au Tchad. Et pour accompagner le gouvernement à lutter efficacement contre ce fléau, l'Assemblée nationale a mis en place un réseau dénommé Réseau des parlementaires pour la lutte contre la tuberculose. Le coup d'envoi des travaux est donné ce matin par le 3e vice-président de l'institution en présence du ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, Ndorji Nazer, représentant le ministre de la Santé publique et bien entendu les partenaires du Tchad en matière de santé publique. On fait le point avec Ngayam Benguiri. Maladie infectieuse la plus meurtrière au monde et particulièrement au Tchad, la tuberculose ne cesse de faire des ravages malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires pour lutter contre ce fléau. Ainsi, l'Assemblée nationale, qui a mesuré les conséquences que représente ce danger, a décidé d'accompagner le gouvernement dans la prévention de cette maladie en mettant en place un réseau dénommé Réseau des parlementaires pour la lutte contre la tuberculose. Ceci aura désormais pour mission de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public sur les risques liés à cette pathologie et les mesures à prendre afin de l'éviter. Notre rôle ne sera non seulement de faire croire à l'éventuelle guérison de la tuberculose, mais aussi de faire prendre conscience que chacun de nous doit et peut être un acteur responsable dans cette guérison et être un frein à la contamination et à la provocation de la tuberculose. Tout en saluant l'apport des élus du peuple dans la prévention de la tuberculose,
le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, OMS, réitère l'engagement de son institution à accompagner l'État tchadien dans sa politique en matière de santé. Il y a plus à dire sur la tuberculose qui, comme vous le savez, constitue un couple maudit avec le VIH-Sida et continue d'enlever de nombreuses familles. Mais je crois que les stratégies citées plus haut peuvent être portées par votre réseau de façon efficace. Et nous serons toujours là pour vous soutenir dans ce sens-là. Le ministère de la Santé publique, à travers la coordination de lutte contre la tuberculose, s'est résolument engagé à lutter contre ces fléaux en se dotant d'un plan stratégique 2018-2022. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique au Tchad. Qu'il nous soit permis de rappeler que nul n'ignore le rôle crucial des députés, légitimes représentants du peuple, et leur proximité avec leurs électeurs dans les actions de développement et de recherche des voies et moyens pour résoudre le problème de santé. La lutte contre la tuberculose est multisectorielle. Alors, toutes les parties prenantes doivent s'impliquer pour parvenir à diagnostiquer tous les cas de cette maladie à l'horizon 2035. En procédant au lancement des activités, le troisième vice-président de l'Assemblée s'est réjoui de cette initiative des députés avant de saluer l'apport des différents partenaires techniques et financiers dans le domaine sanitaire. Yobombe Madjitolom Théophile. Il me paraît important de rappeler que la République du Tchad est l'un des pays de la sous-région où la tuberculose reste et demeure un problème majeur de santé publique. Malgré d'énormes efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Tchad pour éradiquer cette maladie. Aujourd'hui encore, la tuberculose tue des milliers de Tchadiens. Selon le rapport mondial sur la tuberculose de 2018, l'indice de la tuberculose au Tchad est estimé à 154 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'Assemblée nationale, consciente du ravage de cette maladie, a créé un réseau pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette dangereuse maladie. À cet égard, je voudrais remercier très sincèrement l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires techniques et financiers du Tchad qui se sont manifestés pour accompagner l'Assemblée nationale dans la lutte contre cette maladie. Des propos recueillis par Guillaume Benguiri, coopération Tchad et Chine, le gouvernement de la République du Tchad et la République populaire de Chine dotent 200 villages tchadiens en télévision par satellite. L'annonce est faite hier au cours d'une rencontre de réception officielle du projet de télévision par satellite pour 10 000 villages africains en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmidebe. Ce soir, nous vous proposons un extrait du député Achek Abakar, président du comité de pilotage, qui parle de la nécessité de cette initiative. Acte de remise et de réception du projet d'accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains, dont 200 villages tchadiens en République du Tchad, financés par le gouvernement de la République populaire de Chine. Conformément aux lettres d'échange sur le projet d'accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains, dont 200 villages tchadiens, signés en date du 2 mars et 16 mars 2018 entre le gouvernement chinois, dénommé la partie chinoise, et le gouvernement tchadien, dénommé la partie tchadienne, la société StarTime Software Technology Co. Unlimited a été chargée de la réalisation du projet qui a démarré au mois d'août 2018 et a pris fin au mois d'avril 2019. La société StarTime assure l'exploitation et la maintenance du projet à partir de la date de signature du présent acte. La partie tchadienne lui fournira à cet effet toutes les facilités administratives nécessaires. Le présent acte est signé en 2 exemplaires originaux, en langue chinoise et française.
La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Jalal Arjun Khalil, se trouve à Abéché, dans la province du Ouadaï. Ce matin, elle a procédé à l'inauguration d'un ouvrage de rétention d'eau de Matar, une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud d'Abéché. Kamarga Bakoumé. Cet ouvrage de rétention d'eau conçu pour les cultures maraîchères par l'ONG africaine dans les années 80, complètement détruit par les eaux de pluie, a été réhabilité grâce au financement du gouvernement allemand. C'est l'ONG nationale Help Tchad qui a été sollicitée pour l'exécution de ce projet de développement. Le coordinateur national Help Tchad, Mohamed Moussa, a dit que ce projet est la réalisation de la promesse faite par les plus hautes autorités du pays lors de la journée mondiale de la femme rurale célébrée en 2017 à Abgoudam avec l'appui financier du gouvernement allemand à plus de 324 millions de francs CFA. La représentante de l'ambassade de la République allemande au Tchad, Madame Rose-Marie El, a indiqué que la problématique de l'eau à l'est du Tchad reste un souci majeur du gouvernement tchadien et ses partenaires. Elle a invité par ailleurs les parties prenantes à ce projet à faire preuve de responsabilité afin de conserver et gérer cet ouvrage dans l'esprit de partage et de cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou, a déclaré que cette présente cérémonie fait partie intégrante du programme politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui accorde une place de choix à la question d'accès à l'eau et aux terres cultivables. Pour le gouverneur, la réhabilitation de cet ouvrage va apporter des solutions concrètes à la problématique de l'eau dans le Ouadaï. La ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Chamsalouda Bakar Kadabi, a félicité les initiateurs de ce projet installés dans une zone de grande production agricole et pastorale. La réhabilitation de ce barrage permettra de maintenir les jeunes sur place pour ne pas s'aventurer vers les zones aurifères à tel lancer. Officiant la cérémonie, la ministre de la Protection des petites enfances et de Solidarité nationale, qui a dit que ce projet redonnera du sourire à toute la communauté du département d'Abgoudam. Pour la ministre, son département accordera une attention particulière aux appuis multiformes qu'apportent les ONG nationales pour traduire dans les faits les engagements du gouvernement en matière de développement. Elle exhorte la communauté internationale à œuvrer davantage en vue d'appuyer les ONG nationales afin de contribuer et soulager les souffrances des femmes rurales qui parcourent des distances énormes à la recherche des ressources naturelles. Après cette cérémonie, la délégation ministérielle a visité cet ouvrage dont les travaux de culture maraîchère ont démarré, visite qui a clôturé cet événement. La teneur de ce communiqué de presse, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles et la société indienne Strafor, ont procédé ce mercredi 2019 à la signature des mémorandums d'entente. La partie tchadienne est représentée par la ministre Madidia Padjarut et la société indienne par son directeur général Anis Ouerchi. Ce mémorandum a pour objectif le développement et la modernisation du secteur agricole à travers la production du riz et l'installation d'une usine de transformation industrielle au Tchad. Le contenu précise que la société indienne Strafor a la charge de transférer les compétences à travers le renforcement des capacités des cadres du ministère en charge de l'agriculture et celle des organisations des producteurs. Ouverture ce jeudi de la première table ronde internationale organisée par l'Ordre national des architectes du Tchad, ONAT, prennent part aux assises placées sous le thème « Les villes africaines du futur ». Les participants sont venus des différents pays d'Afrique et d'Amérique. L'ouverture des travaux est présidée par le directeur général de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, représentant son ministre. Magistrat Anastasie Bissi. À cette rencontre, les techniciens en la matière vont réfléchir sur des stratégies innovantes afin d'adapter les villes africaines aux réalités actuelles. Selon la présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad, d'ici à 2050, la population africaine aura doublé et 6 personnes sur 10 seront des citadins. Ayad Indiaye mentionne que des infrastructures nécessaires pour supporter cette population n'ont pas été construites.
Et pour faire face à cette situation, des nouvelles approches s'imposent. À ces assises, les questions liées aux inondations en milieu urbain, la transition énergétique, la gestion des ordures et bien d'autres sont sur la table de discussion. À l'instar des villes du monde, N'Djamena n'est pas épargné des situations de choc et de perturbations qui sont entre autres le changement climatique, le défi du développement économique et social, les paramètres démographiques et migratoires. Cette table ronde est une réponse à ces situations car elle permettra d'identifier des leviers et des processus aptes à améliorer la résilience urbaine face aux risques naturels, socio-économiques, technologiques et culturels afin de mieux projeter la ville africaine du futur. Pour assurer le développement humain, le gouvernement a entrepris ces dernières années diverses actions en matière de l'habitat et de la gestion foncière. Cette crise économique, cette montée de l'insécurité nous amène donc à réfléchir la manière la plus efficace, la planification de nos villes pour que ces réalités soient prises en compte tant sur le plan de construction, sur le plan d'aménagement que sur le plan de gestion de nos déchets. Cela veut dire que nos villes doivent désormais produire ce qu'elles consomment. Elles doivent également transformer ce qu'elles génèrent comme déchets, surtout les transformer en énergie renouvelable. L'architecture traditionnelle, selon la présidente de l'ONU, doit inspirer les constructions des villes africaines puisqu'elle est adaptée au climat. Une conférence et débat axée sur les objectifs du développement durable et le rôle du PNUD dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 a lieu hier, une initiative de l'institution et l'École nationale d'administration qui a vu la présence de nombreux étudiants venus des différentes universités et des étudiants de l'ENA. Ali Ibrahim Suleiman. Les échanges et les partages d'expériences des panélistes portent sur la mission assignée aux objectifs du développement durable. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, adopte un programme mondial du développement durable couvrant la période 2016-2030. L'agenda 2030 de ces programmes se résume en 17 objectifs, 169 cibles et 234 indicateurs. Le fondement de cet agenda se repose sur la population, la prospérité, la planète, la paix et les partenariats. Les objectifs du développement durable s'interconnectent les uns aux autres et priorisent la santé, l'éducation et la création d'emplois. Le directeur général de l'École nationale d'administration affirme que les enjeux de ce programme du développement durable sont importants. Depuis le lancement de ce programme, le programme des Nations Unies pour le développement déclare enregistrer 19% de progrès, car le suivi et l'évaluation des œuvres des objectifs du développement durable au Tchad dépendra du climat de la paix, de la sécurité et d'une aide financière extérieure. Pour la directrice générale adjointe du ministère de l'économie et de la planification du développement, la mise en œuvre des objectifs du développement durable a un impact positif sur la vie de la population tchadienne. Dans l'engagement à la réalisation des ODD, il y a des questions primordiales. Il s'agit notamment de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, y compris l'extrême pauvreté. Et l'objectif principal et le plus grand défi à relever à cet effet est donc la mise en œuvre intégrée des 3 dimensions clés du développement durable. Il s'agit de la dimension sociale, de la dimension économique et la dimension environnementale. Pour le président de la commission spéciale de suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'Assemblée nationale, l'objectif 6 du développement durable permet de gérer les questions des ressources en eau. Cette commission parlementaire s'engage à sensibiliser la population et la société civile sur les avantages des objectifs du développement durable.
La commune du 4e arrondissement a désormais son plan de développement communal PDC étalé sur une période de 5 ans. Ce plan a pour finalité le développement de la dite commune. L'annonce a été faite à la faveur d'un atelier de diffusion. C'était ce matin dans la capitale. Moussa Ngodou Abdoulaye. Pour ne pas naviguer à vue, il faut une boussole. La commune du 4e arrondissement a désormais sa boussole pour les 5 années à venir. Un plan de développement communal PDC. Décliné en 3 axes prioritaires, il prend en compte le curage des caniveaux, l'aménagement des voiries et la gestion des déchets. Le tout pour un coût global de plus de 700 millions. Comme la commune est une affaire de tous, le maire Haroun Ramat appelle ses concitoyens au travail pour la concrétisation du PDC. J'en appelle mes propos à l'engagement, à la disponibilité, la participation et la mobilisation de toutes les forces vives de la commune pour le combat qui valent la peine en vue de relever les défis de la pauvreté et de la précarité. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena insiste, lui, sur la mise en œuvre du PDC. C'est bien beau d'avoir un plan de développement. C'est bien beau d'avoir fait toutes ces études, cet exercice pour mettre en place ce plan. Mais il faut le réaliser. Le plan de développement communal du 4e arrondissement s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation qui voudrait que les collectivités territoriales s'administrent librement, informe Mohamed Kaya Ali, directeur à la formation et à la communication du ministère de l'administration du territoire. Déjà, les partenaires techniques et financiers affichent leur disponibilité pour soutenir ces projets de développement local. La 5e édition de la mission commerciale et d'investissement agro-industrie Benelux aura lieu du 9 au 10 décembre 2019. Ici à N'Djamena, prélude à cette émission, les promoteurs ont fait un point de presse. En voici un extrait avec Maître Issengaro. Il fixe les objectifs de la mission commerciale. La 5e édition de la mission commerciale agro-industrielle Europe-Afrique est une mission multisectorielle. Un événement destiné à connecter les organisations publiques et privées africaines et européennes. En ce qui concerne notre mission, elle vise à promouvoir le développement économique, l'accès aux finances, à la formation et au marché international des petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises. Parlant de notre mission en chiffres, il est attendu 500 participants, 20 stands d'entreprises, 300 entreprises et commerçants entrepreneurs, 30 ONG nationales et internationales, 10 ambassades et représentations diplomatiques, 20 institutions et organismes internationaux, 50 européens et africains, 10 médias nationaux et internationaux et des conférences. En ce qui concerne les objectifs de la mission, le premier des objectifs est de positionner et promouvoir l'Afrique en tant que destination commerciale d'investissement pour réduire la pauvreté à travers le développement durable et inclusif. Les propos recueillis par Kalia Gavoutna. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives poursuit sa campagne de sensibilisation et d'information. L'équipe mobilisée a situé les délégués de quartier et les délégués municipaux de la commune du 6e arrondissement sur la mise en œuvre de l'ITIE Tchad, ses contraintes et défis. Adef Amat Benram. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Tchad entend à travers cette campagne informer et sensibiliser les populations sur cet organe lui-même, ses activités et toute la chaîne d'exploitation et d'exploration. Les conseillers municipaux, les délégués des quartiers et des carrés de la commune du 6e arrondissement ont été édifiés sur la mise en œuvre de l'ITIE Tchad, les contraintes et les défis. C'est d'abord comprendre ce que c'est l'initiative. Qu'est-ce que nous faisions depuis l'adhésion du Tchad 2007 jusqu'à ce jour? Quels sont nos domaines d'activité, quelles sont nos réalisations, les progrès accomplis ou pas. Le Tchad vient d'être récemment évalué et nous avons atteint
la conformité depuis 2014 et on vient de nous évaluer encore. Nous avons été déclarés comme pays ayant fait des progrès significatifs. L'expert en communication de l'ITIE relève ensuite les défis. Notre défi, c'est satisfaire toutes les exigences dans la nouvelle norme ITIE. Et aussi, à l'issue de chaque rapport, il y a des recommandations, il y a des mesures correctives. C'est aussi d'autres défis qui viendront s'ajouter à la norme. Il y a les recommandations. À la fin de chaque rapport de conciliation, l'administrateur indépendant nous recommande comment il faut améliorer, comment ceci. Il y a des mesures qui s'ajoutent aux exigences qu'il faut satisfaire. Entamée il y a 2 semaines, cette campagne se poursuivra dans toutes les communes. En politique, prélude aux futures échéances électorales, le Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, le PDI, organise un atelier de renforcement des capacités des structures organisationnelles et institutionnelles. Objectif, examiner les voies et moyens afin de mettre en œuvre les décisions prises en août dernier à Moundou, dans la province du Logone occidental. Christelle Garlamnana. Examiner les voies et moyens afin de mettre en œuvre les décisions prises lors du 5e congrès extraordinaire tenu en août dernier à Moundou, tel est l'objectif de ces échanges qui a réuni les militants du Parti pour la démocratie et de l'indépendance intégrale, PDI. Dans la capitale, les militants vont débattre sur les mécanismes pour la consolidation des acquis de la participation du PDI aux futures élections. La présidente fédérale du PDI, Lydie Béassemda, exhorte ses camarades militants à saisir cette opportunité d'échange, de partage pour assumer leurs missions et rôles dans les instances de prise de décision. Chaque militant du dit parti sortira de cette rencontre renforcé par la conviction d'avoir fait le bon choix en rentrant dans la famille politique du PDI, mais surtout déterminé et engagé pour un Tchad fédéral. Et puis la CENI provinciale de Wadifira a organisé ce matin à Beltine une rencontre de restitution des travaux de la mise à jour de la cartographie électorale. La rencontre a lieu en présence du secrétaire général de la dite province, Mohamed Saleh Anour. C'est en présence de délégués de la Commission nationale indépendante électorale et les autorités locales à leur tête, le secrétaire général provincial Dumbro Tousekreyo, que la CENI de Wadifira a restitué ses travaux des différentes opérations de la mise à jour de la cartographie électorale dans la province de Wadifira. Après 2 semaines de travail, voici ce qui ressort à l'issue de différentes opérations de la mise à jour de la cartographie électorale à Wadifira. Nous avons au total 552 centres de recensement qui ont été faits durant les 2 semaines de travail, contre 381 dans le passé. Donc, soit une hausse de 171 centres de recensement. Le secrétaire général de la province de Wadifira, Dumbro Tousekreyo, félicite le démembrement à différents niveaux de la CENI de Wadifira pour le travail abattu et les résultats obtenus. Il précise que les résultats donnés prouvent à suffisance qu'un sérieux travail a été fait sur le terrain. La CENI nationale est invitée à cet effet et à prendre en compte la mise à jour de la cartographie électorale réalisée dans la province pour jeter la base d'une élection libre, transparente et apaisée. Les fiches sont remises officiellement au secrétaire général provincial. Le marché de bétail d'Amtiman dans la province du Salamat est désormais opérationnel. La cérémonie officielle de lancement des activités est présidée par le gouverneur de la dite province Waiting Assiasoué, Mohamed Abdelbanat, pour les détails. Le marché de bétail est resté fermé depuis 6 jours parce que les éleveurs refusent d'y conduire leur bétail destiné à la vente. Ces derniers avancent comme raison de leur refus catégorique les 500 francs à prélever sur chaque animal proposé par les autorités locales pour le compte de la garde nationale et nomade du Tchad qui sécurise les marchés. Pour trouver des solutions à cette situation qui a bloqué les activités du marché depuis le samedi 2 novembre, le gouverneur de la province du Salamat a rencontré les garants du marché à qui il a demandé de prélever les 500 francs sur leur propre compte parce que le garant prélève 2000 francs par animal à eux seuls. Après la rencontre, ces derniers ont mal passé le message et avaient demandé aux éleveurs à ne pas faire parvenir leur bétail au marché.
Cette situation a motivé le déplacement du gouverneur où il a clairement expliqué à l'assistance qu'il n'a jamais dit que les 500 francs seront payés par le revers, mais il a demandé aux garants du marché de penser aux gardes nomades qui prennent que 100 francs par animal. À l'issue de la rencontre qu'il a eue avec les représentants du marché, ces derniers ont proposé 250 francs aux gardes nomades, ce qui a été validé par les autorités locales pour permettre la reprise des activités du marché. Le président de la coalition de la société civile pour l'acte citoyen a organisé une marche relativement à la lutte pour la stabilité, la justice et la prise de conscience pour l'intérêt général du pays, tout en condamnant les fausses allégations de certains chefs des partis politiques. Suivez. Il vous conviendrait de savoir qu'il n'y a pas longtemps, une bavure s'est produite dans une des avenues de la capitale. Des militaires en faction pour la protection du président de l'Assemblée nationale avaient ouvert le feu et malheureusement une personne avait perdu la vie. Est-ce qu'il est responsable ou coupable? Ce n'est pas à nous de le dire. Je pense raison garder que c'est la justice militaire ou soit la juridiction compétente en la matière qui doit se prononcer par rapport à ce genre de situation. Mais hélas, je suis outré par le comportement de certains de nos compatriotes qui voient dans toute action, heureuse ou malheureuse, de la récupération, des grâces. Arrêtons ce comportement irresponsable. Notre pays, le Tchad, connaît aujourd'hui une paix et une stabilité incontestées. Nous vivons dans un îlot de stabilité, dans un océan de turbulences. Vous êtes sans ignorer que le Tchad est aujourd'hui entouré par plusieurs foyers de tensions caractéristiques de l'insécurité ambiante au Sahel. Mais la triste réalité que nous constatons régulièrement est qu'un bon nombre d'activistes, surtout, essayent chaque jour d'offrir l'occasion aux ennemis de notre pays afin que notre cher et beau pays se déstabilise. Cette paix qui est aujourd'hui dans notre pays est très importante, mais sa préservation l'est tout autant. Nous devrions tous conjuguer nos efforts pour mettre en place une synergie qui nous permettra de conserver et de protéger cette paix qui règne aujourd'hui dans notre pays. Mais nous constatons encore que certains vendeurs d'illusions, sous des prétextes fallacieux, versent régulièrement leur venin sur la toile en jetant l'opprobre et le discrédit sur leur propre pays, sur leurs propres compatriotes. Leur seul objectif, c'est d'assouvir leur intérêt bassement matériel et mesquin. La suite de cette édition, le président de la COPAFI de Tchad a fait un point de presse relatif à la rencontre d'échange qui a lieu à Lomé au Togo du 29 au 30 octobre dernier sur le thème rencontre régionale entre les organisations pastorales des pays côtiers et sahéliens pour le partage et la capitalisation d'expériences. Suivez. La rencontre de Lomé est placée sous le thème la capitalisation d'expériences des modes, approche de prévention et gestion des conflits en lien avec la mobilité pastorale dans les zones d'accueil des transhumances transfrontalières. Ces assises nous a permis d'aborder plusieurs sujets qui visent la création d'un code pastoral régional, la mise en place d'une zone à vocation pastorale et la sécurisation de la zone des agriculteurs, c'est-à-dire ne pas laisser le pasteur à détruire leurs biens, inculquer dans l'esprit des agriculteurs et éleveurs l'amour de la patrie, multiplier les sensibilisations sur la cohabitation pacifique, creuser des puits d'eau et points d'eau dans la zone de pâturage. خبرتنا في الميدان الرعوي وكذلك باقي.
Les membres de l'association Freedom ont visité les champs cultivés cette année par les jeunes qui ont bénéficié de la formation dans le domaine de l'agrobusiness en juillet dernier. Précision Abdelhadi Mamad Saleh Babayaro. Après la formation et l'encadrement de 50 jeunes dans le domaine de l'agrobusiness et plus particulièrement dans l'agriculture, le moment tant attendu est déjà arrivé. À cette occasion, les membres de l'association Freedom dirigée par Rayhana Adam Saleh se sont rendus sur le terrain ce jeudi. Objectif, constater des visites des récoltes de riz de ces périmètres rizicoles irrigués. L'objectif de notre déplacement ici à Pombelile, c'est pour enlever le riz, le préparer, les mettre dans les sacs et ensuite on doit les amener dans une petite usine pour enlever des graines. D'une manière générale, j'aimerais dire que tout est possible. Nous, c'était notre première expérience dans l'agriculture. Donc on a décidé de se lancer et d'essayer de voir, malgré nos moyens limités, on a décidé de le faire avec nos moyens de bord. Et puis là, on voit qu'il y a des résultats. Là, même si on va sur le marché, on va pouvoir vendre et avoir un revenu. La présidente de cette association, Rayhana Adam Saleh, exhorte tous les Tchadiens et surtout les jeunes diplômés sans emploi d'emboîter les pas de son organisation, car le retour à la terre nourricière est la seule voie pour la contribution à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Et puis cette information brève, les Tchadiens du Burkina Faso embarquent leurs frères du continent dans le train de la citoyenneté. Ensemble avec leurs frères africains, ils ont apporté des vivres et non-vivres aux déplacés internes du camp de Yanga dans la région du centre du Burkina Faso. Les bénéficiaires victimes de terrorisme et entreprises humanitaires n'ont pas caché leur reconnaissance. Un laps de temps de reconnaissance et de partage qui leur a apporté de la joie et du réconfort. La campagne de sensibilisation dénommée École d'abord se poursuit dans le département du Bata-Ouest. L'équipe chargée de la sensibilisation s'est rendue à Lamka, une localité de la province du Bata, pour une séance de sensibilisation avec les parents d'élèves sur l'importance de l'école. Mamataïr Djibrine Alhour. Après Ati et Kunjuru, l'équipe de l'opération École d'abord est aujourd'hui à Lamka. Dans cette localité située à 17 km à l'ouest de la ville d'Ati, Fatima Boukar Kosei et sa délégation sont venus pour s'inquiéter de la situation de l'école, du taux de scolarisation et aussi et surtout sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation. Après le mot du président du comité d'organisation, ont intervenu les sous-préfets d'Ati rural, Ali Amin Brahim, et les chefs du canton Salamat d'Ati, Azzolo Adoum, pour exhorter les habitants de Lamka à envoyer massivement leur progéniture à l'école. Pour eux, l'éducation est la clé de la réussite. Le Bata-Ouest est un département à forte démographie. Il est déplorable que les taux de scolarisation soient aussi bas, une situation que les préfets souhaitent voir changer. Pourrions-nous accepter d'hypothéquer notre avenir? La réponse est sûrement non et non. Nos enfants doivent être à l'école pour que nous avons le taux plus élevé d'alphabétisation afin d'être au rendez-vous de l'émergence de notre pays. Le préfet a profité de l'occasion pour attirer l'attention de sa population sur certains mots qui ne favorisent pas l'épanouissement de la province. Il s'agit de l'incivisme, la haine, l'immigration clandestine vers la Libye, l'exode rural et les conflits intercommunautaires. Sensibiliser les étudiants et les élèves sur la notion de la paix et la cohabitation pacifique, c'est l'objet de la visite de l'Association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme dans certains établissements et universités de la place. Ahmad Admoussa. La paix et la cohabitation pacifique à l'honneur. Le président de l'Association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme, Tahir Mauloud Al-Hassana, et son équipe sont allés à la rencontre des étudiants et élèves. À l'ordre du jour, la question de la paix et la cohabitation pacifique. Tahir Mauloud Al-Hassana souligne que la paix et la cohabitation pacifique sont des valeurs très importantes. Pour lui, rien ne peut marcher aux étudiants et élèves de cultiver la paix et leur exhorte d'avoir comme religion l'unité. Pour les anciens, l'organisation d'une telle visite permettant de sensibiliser les jeunes sur la paix et la cohabitation pacifique est un acte salutaire.
L'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme entend étendre son action dans les autres établissements des provinces pour le développement du Tchad. En religion, les fidèles musulmans du quartier Guinébor dans la commune du 1er arrondissement ont commémoré la naissance du prophète Mohamed au centre coranique Ali Ikiwa. C'était en présence de nombreux fidèles. Ousmane Idriss Takouma. Les fidèles musulmans du quartier Guinébor dans la commune du 1er arrondissement célèbrent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Hommes et femmes de tous les âges témoignent leur reconnaissance et admiration au messager de Dieu. À travers la lecture du Saint-Coran, des louanges et la biographie du prophète de l'islam, l'assistance est largement édifiée sur les fondements de l'islam. Pour le directeur de l'école coranique Al-Hikmah, Abouna Abdallah, la naissance du prophète Mohammed est un événement important dans le calendrier musulman. Et d'ajouter que grâce à cette naissance, l'humanité est sortie de l'obscurité et de l'injustice. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hussein Hassan Adam, exhorte les fidèles musulmans à la cohabitation pacifique, gage de développement du pays. Et nous parlons culture à l'occasion de la 13e édition du festival Ndjamvi prévu du 27 au 30 novembre 2019 ici même à N'Djamena et du 1er au 3 décembre prochain à Pala dans le Mayukebi Ouest. Le directeur artistique de l'événement, Guinamba Indoua Manassi, a fait un point de presse. Ce festival est placé sous le thème l'importance de la culture pour l'unité d'une nation. Je vous propose un extrait. La culture reste et demeure le ciment de l'unité des filles et fils du Tchad. Elle est non seulement un lien d'unité très puissant, mais également un préalable indispensable à la reconstruction de la nation. Cette conviction se trouve traduite par le projet Art et Citoyenneté ou le Vivre Ensemble, qui est la contribution de l'artiste tchadien à la cohabitation pacifique, à l'utilisation positive de la terre nourricière et à la protection de l'environnement, mais aussi et surtout à l'utilisation des énergies renouvelables. C'est pourquoi Ndjamvi met pour cette édition la musique et la bande dessinée au service du vivre ensemble et de la protection de l'environnement au Tchad à travers des mots, des gestes justes et indispensables. Cette messe musicale sera l'occasion de fêter nos cultures à travers la prestation d'une trentaine de groupes artistiques en compétition pour le prix hip-hop, haute musique, la musique tchadienne d'inspiration orientale et le prix Jeune Talent. En sport, les Sao seniors ont quitté la capitale ce matin pour la Namibie dans le cadre des matchs des poules des éliminatoires de la CAN 2021 qui se joueront donc le 13 novembre prochain. On fait le point avec Innocent Kilayo. C'est par ce geste que le ministre en charge des sports demande à chaque joueur de l'équipe nationale d'aller mouiller le maillot en Namibie. Là-bas, les Sao joueront leur tout premier match des poules pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Pour ce premier match, le staff technique a fait appel à quelques joueurs pour l'effectif qui a éliminé les Libériens en phase des préliminaires ici à N'Djamena. Là, j'ai renforcé en remettant Morgan, qui est revenu à un meilleur niveau. Il avait arrêté un peu le football. Et puis, j'ai changé un gardien et j'ai changé Abaya qui était suspendu. Donc, mais je garde, moi, je suis quelqu'un de fidèle dans le travail. Donc, je travaille avec les mêmes joueurs. Je reste dans la continuité. Le président de la Fédération tchadienne de football association, qui a également fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Djamous, souhaite une bonne chance aux Sao. Je me réjouis de l'immense soutien que le gouvernement apporte à l'équipe nationale ces derniers temps. Et là, je pense qu'on est parti à une phase difficile parce que c'est des équipes très très difficiles à les jouer. Nous pensons que nos poulains vont faire mieux que par le passé parce qu'ils se sont préparés mieux. Pour le ministre en charge des sports, une première victoire en Namibie fera du bonheur à tout un peuple.
Le peuple tchadien tout entier attend d'eux cette victoire. Et nous leur demandons vraiment de doubler d'efforts, de se faire des sacrifices pour pouvoir nous amener cette victoire. De toutes les façons, il n'y a pas de petites équipes. Donc il faut prendre vraiment de la peine et puis se donner à fond pour que vraiment on arrive à revenir avec une victoire. L'effectif des joueurs de l'équipe nationale qui vient de quitter la capitale sera renforcé par les joueurs évoluant à l'extérieur du pays. C'est le 13 novembre que les Sao joueront leur premier match de poule contre la Namibie. Voilà, bonne chance donc au Sao Senior. Au football encore, le parti Mouvement pour l'Union et le Renouveau Mur a organisé un tournoi amical de football dans la commune du 5e arrondissement, une initiative qui permet le brassage entre jeunes et sensibiliser, et l'occasion également de sensibiliser ces derniers sur le vivre ensemble. John Nestor. Ce match d'ouverture a opposé la sélection de Planète Football Club à celle de la SNR d'Henri Guébé. C'est l'équipe de Planète Football Club qui a pris le match du bon pied. Elle ouvre la marque à la 35e minute de la partie. Malgré la riposte des joueurs d'Henri Guébé, le score est resté inchangé jusqu'à la fin de la partie. De retour sur le terrain, l'attaquant de Planète Football Club double la mise, 2-0. Surpris, les joueurs d'Henri Guébé se réveillent et changent la physionomie du match, ce qui leur a permis de revenir au score, 2 partout. Selon le secrétaire général du Mouvement pour l'Unité et le Renouveau, cette activité est inédite. Activité inédite parce que la promotion et la revalorisation de la jeunesse fait partie intégrante de la vision du Mouvement pour l'Unité et le Renouveau. C'est pourquoi le MUR salue et soutient l'initiative du gouvernement sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans sa quête permanente de recherche et de consolidation de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Soucieux de la promotion de la jeunesse et du sport, le parti MUR exhorte le gouvernement à poursuivre ces actes qui concourent au développement de ces secteurs. Il interpelle également la jeunesse à une prise de conscience. Nous voudrons ainsi vous demander à mériter la confiance placée en vous par le chef de l'État qui rêve d'avoir une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Ce tournoi amical de football des jeunes de la commune du 5e arrondissement regroupe 20 équipes venues de 3 quartiers de la commune, à savoir Ridina, Henri Guébé et Champ-des-Fils. Et puis cet acte du chef de l'État avant de nous séparer, décret numéro 1826 portant désignation d'un conseiller et d'un conseiller référendaire à la Cour suprême. Les personnalités dont les noms suivent sont désignées au poste de responsabilité ci-après à la Cour suprême. Conseiller M. Hassan Hamid Dabou en remplacement de Mme Assia Ahmed Dabou appelée à d'autres fonctions. Conseiller référendaire Mme Khadija Abdelmoutalib en remplacement de M. Hassan Hamid Dabou appelé à d'autres fonctions. Djamena le 7 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.